Les rencontres d'écrivains du Krilk. Je suis Louis-Jacques Doré, professeur retraité du département de l'anthropologie de l'Université Laval à Québec. Je m'intéresse entre autres domaines de recherche à l'organisation communautaire inuit, à la sémantique et la dialectologie de l'Inuktitut, de même qu'au rapport entre langue et identité chez les Inuits d'aujourd'hui. C'est moi qui ai eu le plaisir d'animer la première rencontre d'écrivaines et d'écrivains du Krilk de la saison 2018-19 qui a eu lieu le 10 septembre 2018 à la librairie Le Port de Tête. Pour ce cycle d'entretien, le Krilk met cette année à l'honneur la littérature du Nord et des Premières Nations. Je me suis entretenu avec l'auteure Juliana Léveillé-Trudel autour de son roman Nirlit, un texte largement autobiographique inspiré de son expérience de travail au Nunavik. Ce roman est paru aux éditions La Peuplade en 2015, a été publié en anglais chez Vehicle Press en 2018 et il sera bientôt adapté au cinéma par François Delisle. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, c'est la première rencontre d'écrivains du Krilk. Est-ce que vous dites le Krilk ou le CIRLC? Non, le Krilk, ça va plus vite. De la saison 2018-2019. Et cette année, les rencontres vont porter sur le thème de la littérature du Nord et des Premières Nations. Et ce soir, pour en parler, on a le plaisir d'avoir l'auteure Juliana Léveillé-Trudel, qui est née à Montréal en 1985, c'est-à-dire exactement 40 ans après moi. Je suis né à Montréal aussi. Mais elle a grandi dans le petit village de Kingsbury, dans les cantons de l'Est. Et elle a publié son premier roman, Nirlit, qu'on a ici, aux éditions La Peuplade en octobre 2015. Et le livre, c'est un livre qui a été salué par la critique et le public. Ça va être adapté au cinéma par François Delisle. Et ça a été publié en anglais chez Vehicle Press en 2018, donc cette année. C'est un texte qui est largement autobiographique, qui est inspiré de l'expérience de travail de Juliana au Nunavik. Et le livre a été finaliste au Grand Prix du livre de Montréal en 2016. Et aussi, il s'est hissé au 3e rang du palmarès québécois du Festival du premier roman de Chambéry en 2015. Aussi, en 2017, Juliana a créé un spectacle littéraire tiré de Nirlit avec la collaboration de 2 chanteuses de gorge inuit. Et ça a été présenté un peu partout au Québec, notamment à la Maison de la littérature à Québec et au Festival international de littérature de Montréal. Nirlit sera distribué en France à compter de l'automne 2018, donc dans quelques mois, dans pas longtemps. Et depuis sa parution, Juliana, elle n'a pas paressé, là. Elle a pris part. Enfin, je mets une petite partie de ce qu'elle m'a dit qu'elle a fait. Elle a pris part à des événements littéraires à Cuba, en Finlande, en France, ainsi qu'en Suisse et au Mexique. Ajoutons à cela des activités en écriture dramatique, littérature orale, littérature jeunesse, organisation d'ateliers, d'écriture et traduction, et j'en passe. Donc, elle m'a l'air assez occupée. Donc, c'est moi, Louis-Jacques Doré, qui a assuré l'animation de cet entretien. Je suis prof retraité du département d'anthropologie de l'Université Laval à Québec, au cas où il y en a qui ne sauraient pas où est l'Université Laval. Les gens de Montréal, des fois, là, où j'ai enseigné de 1972 à 2011. J'ai fait des recherches, disons, mes recherches les plus longues, là, c'était dans les années entre 65 et 69, à peu près, au Nunavik, en particulier dans un village, Croartac, au départ, mais ensuite dans d'autres villages. À titre, bien sûr, en 65, j'étais étudiant en anthropologie, puis ensuite en linguistique. Et à ce moment-là, j'ai travaillé fait des recherches sur l'organisation communautaire inuit, la sémantique et la dialectologie d'Inuktitut. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous me le demanderez après. Et puis ensuite, les rapports entre langue et identité chez les Inuits d'aujourd'hui.
J'ai aussi développé certains de ces thèmes à propos de la première nation Huron-Wendat de Wendake, à côté de Québec aussi, au cas où vous ne saurez pas, de la diaspora vietnamienne et puis des minorités francophones en Amérique du Nord, tout en particulier les questions de langue et identité. J'ai travaillé ça beaucoup là, avec ces populations-là qui n'étaient pas inuits. Et en fait, entre autres, mes 5 plus longs séjours au Nunavik, bien sûr, c'était quand j'étais étudiant. Je je pouvais passer mes étés sur le terrain. Donc, des séjours, j'ai effectué en fait 5 séjours de 1 mois et demi à 4 mois chacun, entre 65 et 69, comme je le disais tout à l'heure. Bon, je suis revenu ensuite à Croatac puis ailleurs, là, venu à peu près chaque année au Nunavik. Pas au Nunavik, chaque année dans le Nord, pays inuit, depuis ce temps-là. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. Et puis, mais ce qui est important, c'était une époque la situation était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est intéressant pour moi de voir ce que Juliana écrit dans son livre, parce que c'était, à l'époque où j'étais là, il y avait, oui, déjà des choses qui se passaient là, comme ça, mais c'était quand même assez différent aussi. OK, moi, je voudrais peut-être, avant de demander à Juliana de lire peut-être un premier extrait de son livre, j'aimerais savoir parmi vous qui a lu le livre. Bon, quand même, c'est... bon, moi, j'aurais dit, Juliana, ferme les yeux, tu ne veux pas être déçu. Non, non, quand même, il y a beaucoup de monde qui l'ont lu. Et c'est un livre que moi-même, j'ai lu avec plaisir et grand intérêt. Même, bon, moi, je suis un petit peu maniaque là, sur des questions de langue, donc j'ai trouvé un certain nombre, mais pas beaucoup, de petites fautes d'orthographe dans les mots inuits. En français, il y avait peut-être une ou deux coquilles, mais surtout dans les mots inuits, quelques fautes d'orthographe et quelques traductions que je trouvais un peu, pas étranges, mais c'était pas des traductions exactes, mais c'est pas grave, parce que je veux dire, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà positif d'avoir mis des mots inuits dans le livre, des mots inuits qui sont quand même écrits puis traduits d'une façon quand même plausible et pas n'importe comment. OK, donc, ceci dit, peut-être je vais laisser Juliana lire un passage. Ben oui. Bonsoir, merci d'être là. On va en reparler plus tard de l'Inuktitut, mais c'est sûr que c'est tout un défi d'avoir tout le monde qui nous... Quand on s'informe et on veut savoir comment s'écrit tel mot ou qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout un défi d'avoir un consensus. Donc, moi, on pourra en reparler tantôt, mais j'ai eu... ça explique peut-être, pas pour me donner des excuses, mais ça explique un peu les erreurs peut-être. Puis moi, j'avais appris beaucoup de mots dans le Nord, mais j'écrivais au son dans une phonétique pour moi en français. Donc, c'est sûr que quand je faisais corriger mes mots par des Inuits, il trouvait ça très drôle, comment j'écrivais les mots, parce que je les écrivais vraiment comme une francophone, mais ça n'a rien à voir. Mais on pourra en reparler tantôt, mais oui, c'est sûr qu'il y a eu des petites erreurs. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'erreurs en français, parce que Marie Visard est ici, donc s'il y a trop d'erreurs en français, elle va être gênée. Non, il n'y a pas d'erreur. Bon, je vais vous lire un extrait du chapitre 2, parce que je trouve qu'il résume bien le roman, donc ceux qui ne l'ont pas lu auront une idée. Lizzie, ta collègue, celle qui t'a vu tous les matins durant, je ne sais pas, 5 ans peut-être, me raconte d'un ton froid, presque détaché. Il a jeté ton corps dans l'eau, ton corps fragile dans les eaux sombres et agitées du détroit d'Hudson, ton corps tout au fond, parti rejoindre celui des dizaines de pêcheurs qui ont terminé leur vie sous les flots parce que vous autres, les Inuits, vous ne portez jamais de gilet de sauvetage. Vous acceptez la mort avant même qu'elle ne s'annonce, parce que ça fait des milliers d'années que la vie est impitoyable sous le froid brûlant de janvier à 5 heures de clarté par jour. Et de toute façon, où donc un pêcheur pourrait-il être plus heureux que dans l'eau? Ton corps dans l'eau et ton esprit partout, sur la mer, dans la toundra, au ciel jamais noir de l'été arctique, danse, Iva, danse. Je dis avec le même français cassé que le tien, je manque toi. Lizzie dit qu'on n'a pas retrouvé ton corps, celui assis toutes ces années sur cette chaise que je vois du coin de l'œil, ton corps qui portait le visage souriant de la réception du Northern Village of Salouit, ton corps derrière le bureau d'accueil, ton corps, la première chose que l'on voyait en entrant, et tes yeux et ton sourire. Je manque toi.
Lizzie dit non, pas de cérémonie. En tout cas, pas ce mois-ci. Le prêtre est absent, il ne reviendra pas avant août. Pas de cérémonie. Et je l'entends penser, pas de corps, pas de cérémonie. J'entends les dizaines de Jésus qui tapissent son bureau, crier pas de corps, pas de cérémonie. J'en ai assez de sa compassion pour Jésus qui souffre. Je veux crier, nous autres aussi, on souffre, fuck. Et puis je pense, Lizzie aussi. Lizzie aussi. Pas de corps pour son mari et son gendre et le père de son gendre. Tous les trois au fond du fjord, eux aussi. 2 ans déjà maintenant. C'était mon premier été. Ah tiens, c'est vrai. Un autre été est arrivé juste après la mort. 3 pêcheurs dans un canot, n'est revenu que le bateau. Vous êtes là avec vos vies de tragédie grecque. Vous feriez baver Shakespeare avec vos douleurs lancinantes et votre désespoir. Et je ne sais pas comment vous faites pour endurer ça. Moi qui en arrache déjà avec ma petite misère ordinaire. Merci. Hélène m'a demandé de faire un petit résumé du livre. Pour ceux qui l'ont pas lu, c'est extrêmement difficile, ça peut vous donner une idée, mais quand même, j'ai fait de mon mieux. Bon, l'ouvrage, moi, je trouvais ça, dans le catalogue là, de l'éditeur de La Peuplade, c'est classé parmi les fictions, le livre. Mais, je veux dire, bon, c'est un livre qui est largement autobiographique. Et moi, on pourrait le considérer comme le récit d'une expérience d'insertion dans un milieu étranger. Hein, c'est le village inuit de Sadluit, au Nunavik, dans le nord du Québec. C'est l'avant-dernier plus au nord village. Nous, là, Vuivik qui est plus au nord, mais Sadluit, l'avant-dernier village plus au nord. Et Juliana, elle raconte un peu comment elle s'est insérée dans ce village-là. Puis, c'est un milieu étranger qui est une expérience extrêmement perturbante et souvent agressante. Ceux qui n'ont pas lu le livre, quand vous le lirez, là, vous allez voir que c'est souvent assez agressant. Et d'entrée de jeu, comme on l'a vu dans l'extrait, la narratrice du livre s'adresse à son ami... Merci. Elle s'adresse à son amie Eva, qui est décédée, qui est morte noyée, on l'a vu, pour lui faire part, ainsi qu'au lecteur, bien sûr, de son désarroi face à ce qui se passe dans son village. Addiction à l'alcool, aux drogues, violence conjugale et autres, enfants négligés, amour compliqué, etc. Le tableau est très noir et il est aggravé aussi par la présence de travailleurs non-inuits qui exploitent pour leur plaisir passager, c'est-à-dire le temps général d'un séjour saisonnier d'été, à travers la construction, entre autres, au nord, les sentiments des jeunes femmes inuites, parfois mineures. Et ça, en passant, moi, ce que j'ai apprécié, c'est pas toujours qu'on voit le rôle des Blancs. Tu sais, on va dire, les pauvres Inuits qui ont tous leurs problèmes, tout ça, etc., c'est épouvantable. Mais là, Juliana a bien montré que souvent aussi, beaucoup de Blancs qui travaillent au nord, leur comportement aussi est assez peu responsable et ça ajoute ajoute au problème. Bon, la narratrice du livre, qui est Juliana, bien sûr, présente les faits et gestes de plusieurs protagonistes inuits ou blancs à travers des extraits de leur vie quotidienne. Donc, il n'y a pas vraiment d'intrigue, au moins dans la première partie. Eva, du livre, c'est plus, moi, ça m'a semblé des extraits de vie quotidienne, mais avec des mêmes personnages qui reviennent, qui se rencontrent, etc. Certaines personnalités se détachent, et ça, surtout en seconde partie, moi, c'est mon appréciation, où l'auteur, là, s'adresse à Elijah, qui est le fils d'Eva qui était noyé. Et dans cette deuxième partie, il y a Elijah lui-même qui aime Mata, et qu'on présume être le père de Cécilia, qui est la fille de Martha. Mais il y a aussi Félix, qui est un travailleur québécois, travailleur saisonnier de la construction, à la conduite jusque-là exemplaire, mais dont Martha devient amoureuse et qui finit par répondre à ses avances, aux avances de Martha. Donc, vous voyez, ça devient un peu compliqué, là, à un moment donné. Pas de la misère à suivre, mais ça montre un peu ce qui se passe. En parallèle aussi, il y a l'histoire de Tayara, qui est un jeune de Sadluit qui part à Montréal pour échapper à Alaïcha, qui est son amante agressive. Vous allez voir dans le livre qui est assez
assez solide. Et pour tenter, lui, Taillara, il dit, bon, je vais devenir célèbre à Montréal, mais évidemment, il va devoir entrer piteusement à Saint-Louis sans être devenu célèbre. L'auteur Juliana ne se contente pas d'exposer les turpitudes et les quelques rares comportements encourageants, parce qu'elle a rencontré quand même 2-3 personnes qui étaient un petit peu moins flyées, ou un peu, je sais pas, que les autres, que la plupart des protagonistes, les personnes qu'elle observe. Juliana commente ce qu'elle voit, elle tente ces turpitudes, entre guillemets, et tente parfois de les expliquer, mais sans nécessairement les justifier. Elle se sent, et là, ça me semble vrai, elle se sent personnellement impliquée dans tout ce brouhaha. Elle réfléchit sur sa propre situation face aux enfants et aux adultes inuits, et aussi, bien sûr, aux adultes non inuits, et elle exprime sa tristesse et son désarroi face à ce qu'elle observe. Et pour moi, en fait, Nearly nous en apprend peut-être autant sur l'auteur que sur les Inuits, pour laquelle la narratrice exprime une grande sympathie, très grande sympathie, et dont elle décrit très finement le comportement, tout en admettant, honnêtement, Julien l'admet dans le livre, de ne pas pouvoir pénétrer aussi profondément qu'elle le voudrait, qu'elle le souhaiterait dans leur mode de pensée et leur façon de faire. Parce qu'il y a la barrière de la langue, mais aussi, je veux dire, à mon avis, il y a d'autres choses aussi. Moi, je pense qu'une partie de son désarroi vient peut-être du fait que, comme tous les intervenants allochtones, là, dit le mot intervenant, c'est important, c'est les allochtones, ça veut dire les gens qui ne sont pas autochtones. C'est les intervenants allochtones, c'est les gens qui vont dans les villages inuits pour faire quelque chose, hein, pour apprendre quelque chose aux Inuits, s'occuper des Inuits ou travailler à construire des maisons pour les Inuits. Ça, des intervenants. Comme tous les intervenants allochtones en pays Inuit, l'auteur projette inconsciemment sur eux des rêves et des valeurs, de la réussite scolaire, par exemple, qui ne sont pas nécessairement des rêves et des valeurs Inuits, ou qui ne le sont pas, du moins, de la façon dont nous les concevons. Les Inuits ont leurs rêves et leurs valeurs, mais ce n'est pas nécessairement ceux des nôtres, puis c'est pas nécessairement non plus ou s'ils ont les mêmes choses, ils les conçoivent pas nécessairement de la même façon que nous, on pense qu'ils les conçoivent. Et donc, c'est pour ça que le livre, moi, mon point de vue de chercheur, c'est ce que je trouve intéressant. C'est de montrer qu'avec souvent toute la meilleure volonté du monde, c'est très difficile. Je veux dire, moi-même, je vais me dire, comprends-tu les Inuits? Je comprends peut-être certaines choses, mais je ne pourrais pas me dire, oui, je peux tout vous expliquer sur les Inuits. Donc, et ça, je pense, c'est une barrière qui est à peu près infranchissable pour n'importe qui. Ceci dit, on va passer à une deuxième lecture. Avant de passer à la partie discussion proprement dite. D'accord. Bon, on a beaucoup parlé les aspects sombres, mais j'ose espérer qu'il y a un peu d'aspect lumineux aussi dans le livre. J'ai essayé d'en mettre. Donc, je vous lis peut-être un extrait un peu plus qui met en vedette les enfants, donc avec leur lumière à eux. Donc, je vous lis cet extrait-là. Ma grande maison, mais non. Pas si grande, mais grande pour ma seule personne. Une maison comme ça accueille facilement 10 personnes et moi, je vis seule et j'ai une grande maison. Ils m'ont dit de ne pas laisser entrer les enfants dans ma maison. Ils m'ont dit que ça ne finirait plus. Ils m'ont dit, si tu dis oui une fois, c'est terminé. Ils m'ont dit d'être ferme. Ils m'ont dit ça, les autres blancs. J'ai écouté et les enfants viennent cogner à ma porte, demandent des pommes. Je donne des pommes, mais des pommes sur la galerie. Je les nourris comme des chatons, mais pas dans la maison. On m'a dit de ne pas les laisser entrer. Eva, veux-tu venir dans ma maison? Les enfants me suivent dans la rue. Ils veulent aller là où je vais. Ils me serrent comme des ours. Les enfants me regardent attentivement. Très attentivement. Touche mon nez. C'est grand? Pas tant que ça. Nous autres, les Blancs, on a des gros nez. Le mien n'est ni pire, ni mieux que celui des autres. Touche mon ventre. Tu as un bébé? Non. Je ne suis pas grosse. Les femmes de mon âge ont déjà 3 enfants. Moi, pas un seul. Vous vous demandez quand est-ce que je vais m'y mettre. Touche mes jambes. Tu enlèves ton poil?
Oui, nous autres, les Blancs, on est poilus. Ça vous fait rire. Comme des chatons, ils explorent mon corps et s'amusent de tout ce qui est différent. Ils plongent leur regard au plus profond de mes yeux. Ils sont incrédules devant mes iris trop bleus. Ils touchent mes cheveux. Ils regardent par la manche de mon T-shirt pour débusquer le poil sur mes aisselles. Ils se blottissent partout, comme des chatons. Ils cherchent la chaleur et les caresses. Merci encore. Juste en passant à l'histoire du poil sur les jambes, ça m'a rappelé... Ah, merci. Merci. Ma mère adoptive inuit à Coartac, la famille où j'habitais, qui à un moment donné, elle m'avait dit, elle dit, je suis allé à l'hôpital dans le sud, puis j'ai vu les femmes blanches, elles ont du beau poil sur les jambes. Elle dit, je les ai donc enviées d'avoir du poil comme ça. Donc, vous voyez, là, quand on voit les points de vue ne sont pas nécessairement les mêmes. OK, pour continuer, bon, moi, je disais tout à l'heure, là, Hélène, moi, j'ai aucune connaissance en théorie littéraire, tout ça, mais je dis, je vais essayer de me montrer savant un peu. Puis j'ai envoyé d'ailleurs ça déjà à Juliana pour qu'elle puisse réagir. Moi, je me dis, comment un lecteur qui n'a aucune connaissance du Nord, du Nunavik du Nord ou des Inuits, qui lit le livre, c'est intéressant, comment est-ce qu'il peut réagir? Quelle idée est-ce qu'il peut se faire après avoir lu le livre? Et moi, je propose, c'est un peu un jeu. J'ai dit à Juliana, c'est pour la faire réagir ensuite, qu'elle se positionne. Il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites du livre. Moi, j'en proposerais 3, auxquelles j'ai donné les noms, je vais vous expliquer en série. A, la lecture Agagook. 2, la lecture de l'Iroquoise catholique. Et 3e, la lecture Tuk-Tuk. Bon, Agagook, bien sûr, c'est le livre d'Yves Thériault, qui est probablement le premier roman. Enfin, il y avait avant Gabriel Leroy, La rivière sans repos. Il me semble que c'est avant, en tout cas, un peu au même moment qu'Agagook, peut-être un peu avant. Mais dans Agagook, moi, quand je l'avais lu, c'était avant d'aller chez les Inuits. Moi, ce que j'en avais retenu, c'est que les Inuits sont des sauvages primitifs par excellence, guidés par leurs instincts grossiers. Et si je suis un lecteur de Nearly, en lisant ce que je me dirais pas, puis qui aurait lu Agagook, ils n'ont pas changé, hein? Ils sont transportés dans le monde moderne qui a corrompu leur culture. Bien sûr, ils ne se comportent pas comme Agagook le faisait, mais ils restent encore aussi sauvages, violents et imprévisibles que l'était Agagook, mais dans un autre contexte. Deuxième lecture, l'Iroquoise catholique. L'Iroquoise catholique, il faut expliquer en 2 mots, c'est un roman américain, The Catholic Iroquois, publié, je ne vais pas noter le nom de l'auteur, en 1825, par une auteure qui racontait une histoire d'une Iroquoise de Ganawake en 1667, je pense, qui devient catholique. Ses parents, son père en particulier, veut pas, s'est sauvé de son village. Et puis, elle rencontre un beau Français, puis il se marie même, devient ça. Et là, le père revient avec sa gang de son village pour la ramener. Fait que là, ils attaquent Ganawake, en fait, puis le Français est tué, elle est capturée, il la ramène dans son village, et là, il lui demande, veux-tu abjurer ta foi, puis épouser un jeune guerrier Onondaga, ici, là, qui c'est pour toi? Elle dit non, jamais. Et en tout cas, elle finit torturée et brûlée sur le bûcher. Et il y a un auteur, Guido, son nom va me revenir, qui a publié un livre qui s'appelle La légende iroquoise, et lui, et c'est un historien de la littérature aussi, qui dit que tous les récits, tous les romans qui ont été publiés à partir de cette époque-là, 1825, que ce soit aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec, qui portent sur les amours ou qui parlent des amours d'une autochtone avec un blanc, ça finit toujours mal. Il dit ça c'est toujours voué à l'échec. Soit les amants doivent se séparer, ou bien la femme est ramenée chez les siens, ou bien elle meurt d'une mort violente, bon, qu'elle soit sur le bûcher, mais aussi elle va se noyer, puis elle va... donc, ça venait. Et lui, il dit, ça, c'est un thème, c'est Gildo Rousseau, ça me revient. Selon lui, puis c'est un thème quasi mythique. Il dit que les auteurs ne sont pas conscients qu'ils retombent toujours dans le même
dans le même pattern, parce qu'il dit que c'est une espèce de mythe qui reflète l'impossibilité supposée d'une union entre sauvages et civilisés. Ça ne peut pas marcher. Hein, une femme sauvage puis un homme civilisé, puis il y a quelques cas où c'est le contraire. Un homme sauvage, une femme civilisée, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est la lecture L'Iroquoise catholique. Troisième lecture, Tuk Tuk, ben ça, c'est un film de Robin Aubert, moi, j'ai vu il y a quelques semaines, il est passé à Télé-Québec, film de 2016, il y a 2 ans. Et là, pour lui, il montre, c'est tourné à Kaingesuiaq, la communauté voisine de Saint-Louis, il montre les problèmes des Inuits d'aujourd'hui. C'est explicite chez lui, son intrigue montre ça, sont largement dus au fait qu'ils sont manipulés par les Blancs, qui considèrent le Nord comme un pays conquis dont on doit normaliser les habitants, c'est-à-dire en faire du monde comme tout le monde, afin de pouvoir en exploiter les ressources naturelles. Par conséquent, Aubert, le réalisateur, il finit en disant c'est seulement en laissant les Inuits totalement libres de se gouverner eux-mêmes qu'on pourra remédier aux problèmes actuels. Donc, c'est une lecture politique. Donc, il y a 3 lectures. Lecture le sauvage, lecture mythique, la femme, les malheurs de la femme inuite, et puis la lecture politique. Donc, je laisse Juliana réagir à ça. Moi, en fait, je dirais que Nirlit, c'est une histoire d'amour, mais c'est peut-être pas tant l'histoire d'amour entre l'Inuit et le Blanc à laquelle on peut penser. C'est vraiment une histoire d'amour entre la narratrice puis son amie Eva, donc une histoire d'amitié, mais aussi entre la narratrice puis le Nord puis les Inuits. En fait, moi, c'est comme ça que je le présente. C'est plutôt ça. C'est des pistes de lecture intéressantes, mais qui évacuent un peu, je pense, peut-être le rôle de la narratrice dans l'histoire. C'est une histoire d'amour compliquée parce que la narratrice arrive, c'est une étrangère qui n'est pas de la place, qui est consciente qu'elle ne comprend pas nécessairement tous les codes, tout le bagage du village dans lequel elle arrive, mais en même temps qui tombe sous le charme, qui aime cet endroit-là, qui a envie d'être là, qui a envie de faire des choses, qui en même temps qui est consciente de ce qu'elle représente parce qu'elle est blanche, parce qu'elle vient du peuple qui a été le peuple oppresseur dans le cas des Inuits, mais en même temps, elle a le goût de s'intégrer, elle a le goût de créer des liens, elle travaille avec les enfants, elle les aime, elle aime les Inuits, puis elle rencontre déjà, elle se fait des amis. Donc, c'est plutôt cette histoire d'amour, je dirais, compliquée entre quelqu'un qui vient du Sud puis le Nord. C'est sûr que dans le livre, on peut toucher un peu différents aspects. Non, je dirais jamais que les Inuits sont des sauvages ou grossiers ou barbares, mais je pense qu'ils sont... c'est sûr, très influencé par l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, vous êtes allé dans le Nord, vous savez à quel point c'est un climat rude, impitoyable, un des endroits les plus difficiles sur Terre où survivre. Donc, les Inuits se sont adaptés à ce climat-là puis ont réussi pendant des centaines, des milliers d'années à survivre. Parfois très difficilement, mais je pense que, et ça fait pas très longtemps, contrairement à d'autres peuples autochtones au Canada qui ont été plus vite en contact avec les Blancs, les Inuits, comme ils étaient tellement isolés, tellement loin, ça fait pas très longtemps qu'ils ont des contacts avec les Blancs. Donc, c'est un changement qui a été excessivement rapide et assez brutal dans le mode de vie. Donc, pour l'organisation en village comme telle, ça date des années 60, ça commençait tout juste quand vous étiez là, donc c'est tout d'un coup... aujourd'hui, dans les villages, on peut rencontrer des aînés qui sont nés vraiment dans des igloos, mais qui aujourd'hui vivent dans une maison, puis dont les arrière ou arrière-petits-enfants jouent sur des ordinateurs puis des tablettes, donc c'est un changement qui est tellement, tellement rapide. Qui entraîne, c'est sûr, certains que les ajustements ne sont pas toujours faciles. Puis je pense que c'est la vie qui est rude dans le Nord, pas nécessairement les personnes, mais comme il y a une scène dans le roman où je parle beaucoup des chiens, comme la narratrice aime beaucoup les chiens, puis il y a un chien qui se fait frapper devant elle, puis la personne qui frappe le chien va tout simplement étrangler le chien pour l'achever, puis c'est extrêmement rude de voir ça, mais en même temps, il n'y a aucun vétérinaire là-bas, il n'y a pas d'autre manière de faire, le chien peut pas survivre à ces blessures-là, donc ça montre un peu tout le côté impitoyable. Donc, c'est sûr que ça, c'est présent dans le livre.
L'idée aussi des relations amoureuses, je pense pas que ça finit toujours mal. Moi, j'en connais à Salouit des familles mixtes, si on peut dire, donc père blanc, mère inuit ou vice-versa. Il y a des histoires qui fonctionnent. J'aurais pu choisir de raconter une histoire qui a fonctionné. Moi, j'avais en tête j'aime beaucoup Richard Desjardins, puis j'avais en tête sa chanson Moi, Elsie, qui raconte un peu une histoire similaire, donc d'une femme inuit qui tombe amoureuse d'un blanc. Puis j'avais un peu envie d'explorer ce côté-là aussi de ce que j'avais entendu un peu des histoires du village. La deuxième partie est beaucoup plus fictive, donc cette histoire d'amour-là se retrouve dans la deuxième partie. Puis, mais je pense que ça existe des histoires d'amour qui se terminent bien, mais c'est sûr qu'il y en a aussi beaucoup qui sont très éphémères. Puis j'avais envie aussi de parler de cet aspect-là, parce qu'on peut parler des problématiques sociales ou des difficultés, mais je pense aussi qu'il faut parler des difficultés émotionnelles de beaucoup de femmes qui là-bas, qui se font un peu manipuler ou utiliser, puis on joue vraiment avec leurs sentiments, puis ça me semble pas acceptable. Puis concernant le film de Robin Aubert, je pense que oui, il y a beaucoup de problématiques qu'on retrouve dans le Nord, que je voulais un peu montrer, qui découlent du colonialisme, de toutes les conséquences de l'arrivée des Blancs, du changement de culture. Mais je pense pas qu'on peut non plus dire que les Blancs sont à blâmer pour absolument tout ce qui va mal dans le Nord. Mais c'est tout ça qui rend ça complexe. C'est que c'est pas noir ou blanc. C'est un peu ce que j'essayais de montrer, que c'est compliqué, que chacun... c'est tout un mélange de sentiments, la culpabilité, la volonté que ça aille mieux, mais c'est compliqué. Mon ami et mentor Jean Désy, qui est médecin qui a travaillé beaucoup au Nunavik, me disait, ben écoute, tu sais, dans le temps, dans les igloos, c'est un enfant sur 10 qui se rendait jusqu'à l'âge adulte, là, donc faut pas dire que, bon, les Blancs n'ont apporté que du mauvais non plus, tu sais, juste l'amélioration des conditions de vie, le fait que les gens peuvent vivre d'une manière moins difficile, d'avoir des maisons, d'être moins victime de la famine et toutes ces choses-là. Donc, c'est complexe, parce que est-ce que ce serait mieux qu'aujourd'hui, au Canada, il y ait des gens encore qui vivent dans des igloos, qui n'aient pas accès aux soins et tout ça? Je pense pas que ça serait possible non plus. Donc, c'est difficile, parce que c'était un peu inévitable qu'à un moment donné, cette rencontre-là arrive. Ça aurait pu être fait autrement et tout, mais donc c'est un peu tout ça que le livre essaie de montrer, sans non plus dire il y a des bons, il y a des méchants. Ben, on peut être conscient de ce que toutes les conséquences de l'arrivée, de la rencontre avec les Blancs, puis aussi à quel point c'est beaucoup les Blancs qui sont dans des postes de contrôle aujourd'hui, qui ont les postes décisifs et tout. Donc, oui, il y a des problèmes là, mais je pense pas qu'on peut dire non plus que tout ce qui va mal est leur faute. Donc, c'est ça. Moi, je dirais ma lecture, c'est celle de l'histoire d'amour compliquée, mais entre la narratrice et le Nord, et les Inuits, puis aussi c'est sa peine quand on aime quelqu'un puis qu'on voit qu'il souffre. Ben, c'est cette peine-là aussi que j'ai voulu partager. Okay, ben, bon, mais je pense effectivement c'est intéressant parce que le livre de Juliana, c'est peut-être l'un, enfin, j'ai pas tout lu, là, mais un des premiers où juste qui est écrit à la première personne. Tu sais, quand je parlais de l'hypothèse l'iroquoise catholique, c'est tout écrit à la troisième personne. On crée une histoire où on base sur une histoire vraie, etc. Mais l'auteur ne s'implique pas là-dedans. Donc, vous, dans votre livre, c'est vraiment une implication, comme je disais tout à l'heure, où on en apprend autant, ou à peu près autant, là, sur l'auteur que sur les Inuits. Donc, ça donne une chose intéressante. Mais, en même temps, je ne sais pas si c'est une situation compliquée. Bon, vous dites, oui, c'est les Blancs qui ont tous les postes de contrôle, c'est vrai. C'est moi, je vous dis comment ça se fait que depuis, il n'y a pas encore d'infirmières inuites au Nunavik, alors qu'il y en a ailleurs. Il y en a au Groenland, il y en a un peu dans l'ouest de l'Arctique, peut-être même au Labrador, au Nunavut. Il n'y a pas de l'enseignement. C'est toujours à partir de la 3e ou 4e année, des profs qui viennent du Sud, qui débarquent là, qui enseignent aux enfants. Et ça joue un rôle. Moi, j'ai fait il y a une dizaine d'années, oui, 2007 à 2010, je pense, une recherche à Quartac sur les jeunes. On avait interviewé
les jeunes sur leur vie, qu'est-ce qu'ils pensaient. Et une des questions, quand on leur demandait « Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre des choses, d'étudier? » Tout le monde avait dit oui. Puis je pense c'était pas un gros échantillon, il n'y a pas grand monde à Coatang. On avait quand même, je pense, 50 ou 60% des jeunes entre 15 et 19 ans du village. Et tout le monde disait, oui, je veux apprendre des choses, puis j'aime ça apprendre. Puis quand on leur demandait à l'école, oh, non, l'école, mais quoi l'école? Les profs ne comprennent pas, et les profs ne comprennent même pas. Ça, c'était une prof inuit qui m'a dit, les profs blancs ne comprennent même pas que les Inuits peuvent penser autrement qu'eux, ils pensent. Mm-hmm. Et puis, les profs nous écœurent, ils sont racistes. Bon, là, ils se lançaient des fois. Et puis, c'est plate, on apprend des choses. Mm-hmm. Tu sais, ça n'a rien à voir. On perd notre temps à l'école, ça ne sert à rien. Puis, donc, ça, c'est un des problèmes. Et je pense que c'est peut-être par l'éducation formée du monde, mais l'éducation, c'est quoi? Il faut que ça passe par le système du Québec ou des territoires de l'Ouest, mais du Nunavut qui est basé sur les systèmes du Sud. Et ça, même le système lui-même d'éducation est probablement pas adapté aux Inuits. Comme il n'est pas adapté, je voyais aujourd'hui des statistiques qui disaient là où une des régions au Québec où le taux de décrochage des jeunes au secondaire est le plus élevé. Bon, il y a le Nunavik, mais un autre, c'est la Côte-Nord. Mais c'est pas nécessairement la Côte-Nord Innu autochtone. Hein? C'est toute la Côte-Nord, à partir de Bécomo en descendant. Donc, les Autochtones sont une minorité, mais parce que c'est une région peut-être isolée assez, où les gens... l'éducation formelle, telle que formulée à Québec ou à Montréal, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas adapté. Donc, je pense une question, quand on dit de liberté des Inuits ou des populations un peu marginales géographiquement ou autrement, ben ça passe, ça va très, très loin. Tu sais, ça c'est pas juste dire, OK, faites comme vous voulez, mais ça passe même par qu'ils créent en demandant peut-être l'aide de techniciens du Sud qu'ils n'ont pas, qui créent des systèmes d'éducation, systèmes de santé, etc., selon leur propre façon de voir les choses. Et ça, je ne sais même pas si c'est possible. Probablement pas possible. Tu sais, c'est vraiment un problème qui est peut-être, à mon avis, complètement insoluble, qui va continuer. En tout cas, là, on ne se lance pas là-dedans. Là. On va revenir. On va passer maintenant à des questions plus directes. Je vais demander d'abord à Juliana, qu'est-ce qui vous a amené au Nord? Hein? Pourquoi le Nord? Hein? Vous avez été parachuté à Saddlewitt. Oui, c'est un peu le cas. En fait, je dirais que c'est une blague en premier. J'avais une amie qui était prof à Saddlewitt. Donc, moi, ça m'intéressait. Même si je viens des cantons de l'Est, donc je viens vraiment du sud du Québec, pas d'une région. On a beaucoup de contacts nécessairement avec le Nord, les Autochtones, mais ça m'avait toujours intéressé beaucoup. Donc, je lisais là-dessus et tout. Puis j'ai une amie un jour qui a eu un poste de prof d'éducation physique à Saddlewitt. Donc là, elle me parlait de son expérience là-bas. Donc, je trouvais ça vraiment... génial, ça m'intéressait, puis je disais toujours en blague, je vais aller te voir, mais bon, c'était pas réaliste, là. Je sais pas si vous avez une idée des prix d'un vol, pas. C'est ça, donc vous pouvez aller 3-4 fois en Europe. Pour les 60 ans et plus, c'est moitié prix. Ah oui? Ah, c'est bon à savoir. Donc non, c'était pas réaliste avec mon budget. Oui, c'est ça, de mon budget de jeune finissante d'université, travailleuse culturelle, j'avais évidemment pas les moyens de faire ça. Mais mon ami continuait de me répondre, pense à un projet, pense à quelque chose que tu pourrais faire comme d'utile ici. On pourrait trouver une manière, tu sais, de demander un financement pour que tu viennes. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire d'utile dans le Nord? Moi, je ne sais rien faire de mes mains. Je suis vraiment pas la personne à amener sur une île déserte ou dans un bunker nucléaire. Là, vraiment. Fait que je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire d'utile dans le Nord? Puis, on a pensé un peu. Puis, moi, j'avais travaillé beaucoup en animation, beaucoup avec les enfants. Puis on a pensé à créer un camp de jour l'été parce que quand l'école se terminait, il n'y avait rien. Donc, les enfants avaient
pas tellement d'activités prévues pour eux, donc ça emmerdait un peu pendant 2 mois. Donc, avec mon ami, on a développé ce projet-là, on a trouvé des partenaires financiers et tout. On a fait un partenariat avec la commission scolaire, avec la municipalité, puis on leur a proposé ce projet-là, puis ils étaient très enthousiastes. Donc, c'est comme ça qu'à l'été 2011, je me suis retrouvée elle, mon amie, elle quittait, elle avait terminé son contrat. Je me suis retrouvée à être une coordonnatrice de camp de jour à Salouit, au Nunavik. Donc, j'ai passé 3 étés là-bas, donc j'étais toute seule du Sud. J'engageais des jeunes, des ados inuits que je formais comme moniteur, puis on faisait un camp de jour donc pour les enfants pendant 3 étés complets. J'ai fait ça. Donc, Nirlit, c'est vraiment inspiré de cette période-là. J'ai aussi mis sur pied un autre camp de jour à Wartag, justement, puis j'ai aussi travaillé à Pouvernitouk, où il y avait déjà un camp de jour, mais j'ai aidé un peu à structurer. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvée à aller dans le Nord. Après ça, j'ai été engagée dans un organisme qui s'appelle Fusion Jeunesse, qui travaille pour la persévérance scolaire. Donc là, je m'occupais de tous les projets au Nunavik. J'étais basée à Montréal, mais j'allais 5-6 fois par année. On avait 8 villages à ce moment-là qui faisaient des projets avec nous. Donc, moi, je gérais ces projets-là. Donc, j'allais me promener. Mais à ce moment-là, Nirlit était déjà écrit. Donc, c'était vraiment plutôt le camp de jour, l'expérience d'aller passer les étés là-bas. C'est pour ça aussi un peu le titre Nirlit, ça veut dire Bernache du Canada en Inuktitut. Donc, Branta canadensis. C'est cela, pour ceux qui préfèrent la version en latin. Les outardes, comme plus simplement. Donc, c'est un peu ça, cette idée-là d'un personnage qui va toujours passer l'été au nord et puis qui revient ensuite au sud au sud. Le sud étant à Montréal, pour l'hiver. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller à Salouit, entre autres. Puis aussi, l'expérience d'écriture, est-ce que vous aviez déjà écrit des choses avant de penser à Nirlit? Et puis, pourquoi cette idée, tout à coup, d'écrire sur cette louée? C'était une espèce de libération personnelle, ou je ne sais pas quoi, faire sortir la vapeur? Oui, un peu. Ben oui, j'écrivais déjà. J'avais écrit un peu des articles à la pige. J'écrivais des blogs. J'avais écrit du théâtre, du conte urbain. Puis, j'avais la vague idée. Je me disais, j'aimerais ça écrire un roman. Puis je me disais, j'aimerais ça écrire un roman pour mes 30 ans. Tu sais, il faut faire quelque chose là, quand on a 30 ans. Donc, soit sauter en parachute ou se faire tatouer son nom en signe chinois. Mais bon, ça ne me tentait pas vraiment. Donc, je me disais, il me semble qu'un roman, tu sais, c'est respectable. Donc, j'avais cette vague d'idées-là, mais c'était très vague. Puis, quand je suis arrivée à Salouit, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien littéraire comme endroit. Tu sais, c'est grandiose, c'est spectaculaire, à la fois dans le paysage, mais dans les gens, dans ce qui se passe. Tout est plus grand que nature, vraiment. Même l'avion, tu sais, moi, après avoir voyagé avec Air Inuit, je trouve ça tellement plate, les autres compagnies aériennes, parce que tu arrives toujours à la date prévue, à l'heure prévue. Tu sais, il n'y a jamais... c'est plate. Donc, voilà, je trouvais ça vraiment... je trouvais que c'était shakespearien, un peu comme je le dis dans l'article. Donc, je me disais, waouh, faudrait vraiment écrire, mais encore là, j'avais pas trop d'idées. Donc, je prenais des petites notes dans un cahier sans trop savoir ce que j'allais faire avec ça. Mais des choses que je trouvais marquantes. Puis, il y a plusieurs de ces petites notes-là qui ont fini par être dans le livre éventuellement. Puis j'ai commencé un blog, c'est ça, où je racontais même plus sur un mode humoristique, un peu mes péripéties, parce que, bon, Nirlit est peut-être un peu sombre, mais il y avait beaucoup de comiques, dans le fond, dans mon nid d'adaptation à la situation nordique. Ça avait quand même un grand potentiel comique, donc toutes sortes d'aventures. Donc, je racontais plus les aspects drôles de moi qui s'habitue au Indian Time et ces choses-là, ça sur le blog. Mais j'avais quand même aussi les aspects plus dramatiques dont je parlais pas, mais qui m'habitaient. Puis c'est un peu ça aussi, à un moment donné, j'avais besoin, je me sentais un peu comme une éponge. J'avais imbibé toutes ces drames-là. Puis je pense que j'avais envie un peu de m'en libérer, puis d'en parler, puis les gens me posaient toujours beaucoup de questions sur le Nord. C'est comment? C'est quelque chose d'un peu mystérieux qui intéresse les gens, mais qu'on connaît pas. Je pense que j'avais envie aussi d'en parler, tu sais, parce que toutes ces choses-là qui peuvent parfois comme nous scandaliser ou nous choquer, mais on n'est pas au courant nécessairement. Moi-même, avant d'aller dans le Nord, j'avais pas d'idée de ce qui se passait là-bas. Donc, je pense que j'avais envie de partager ça. Puis, au fond, à mon 3e été, en 2013, il est arrivé un événement marquant. Dans le fond, il y a une femme que j'aimais beaucoup à Salouit qui a été portée disparue donc, pendant plusieurs semaines. Puis, son corps n'a jamais été retrouvé.
mais quelqu'un a avoué qu'il l'avait tué. Donc, c'est cette femme-là qui a inspiré le personnage d'Eva. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Donc, bon, à ce moment-là, on parlait déjà des femmes autochtones disparues, assassinées et tout. C'est une chose de connaître les statistiques, mais quand la statistique, tout d'un coup, elle a un visage, un nom que tu connais, c'est tout un choc. Ça m'a beaucoup peiné. Sa disparition. Donc, je me suis dit, OK, j'avais envie de parler du Nord, mais je ne savais pas trop quoi dire. Donc, je me suis dit, ça va être mon fil conducteur. Je sais que c'est un fil conducteur qui n'est peut-être pas évident. Là, pour beaucoup de gens, ils disent, c'est un peu décousu ton affaire. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça le fil. C'est je raconte, à travers le portrait du village, je raconte l'histoire d'Eva. Puis, en deuxième partie, qui est plus fictive, là, je parle un peu de son fils. Mais c'est comme ça que vraiment le déclic, l'envie de m'y mettre plus sérieusement a commencé. Donc là, j'ai commencé à écrire, mais j'avais jamais écrit de roman. J'avais aucune idée vraiment de ce que je faisais. Je suis allée un peu à l'instinct, puis c'est ça, j'écrivais bien dans le désordre, j'écrivais n'importe quoi. Après ça, je le replaçais, je jouais avec comme un casse-tête, puis je rajoutais des bouts, puis ça a fini par faire quelque chose, mais c'était un gros bordel au départ. Mais déjà, une question liée à ça. Maintenant, bon, le livre est paru en anglais. Les Inuits lisent plus l'anglais que le français. Est-ce que vous pensez que ça pourrait éventuellement jouer un rôle libérateur? Là, je lance la question ça pour les Inuits qui liraient ça, dire « Wow, tu sais, c'est ça nos problèmes », puis mettre ça devant leurs yeux, là. C'est une situation... C'est assez délicat parce que je pense que ça peut jouer ce rôle-là pour certains. Moi, comme on l'a expliqué au début, j'ai fait un spectacle littéraire à partir de Nirlit où je lis des extraits. Puis il y a quand même beaucoup d'Inuits qui sont venus voir, des Inuits à Montréal qui parlent français, qui poursuivent des études. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi, oui, c'est exactement ça, puis merci d'en parler. Mais il y a aussi le fait que moi, je suis une blanche, puis je viens pointer des problèmes sociaux. Tu sais, c'est comme si un Français arrivait ici, puis il nous nommait exactement tout ce qui va mal au Québec. Peut-être qu'on serait un peu susceptible, tu sais. Fait que je pense que c'est normal. Donc, il y a aussi la réaction inverse, un peu de, ben voyons, tu sais, t'es qui, toi, puis de quoi tu te mêles, puis des Inuits qui trouvent qu'au contraire, je parle trop du négatif. Donc, je pense que ça ne fera jamais l'unanimité. Je pense que pour certaines personnes, oui, c'est bien. Pour d'autres personnes, ça va rester choquant. Mais il y a une grande loi du silence dans le Nord. Mais je pense dans les petits endroits en général, comme n'importe même un petit village québécois, là, c'est très comme mal vu de parler de ce qui ne va pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le Nord, mais qui jamais pourront prendre la parole parce qu'encore là, tu sais, comment c'est fait tu es dans un village, mais tu peux avoir été violé, mais ton agresseur est dans le village, tu le vois tous les jours, fait que c'est bien beau, MeToo, là, mais MeToo, à Salouette, quand il y a 5 de tes agresseurs dans le même village, c'est peut-être pas si évident, fait que je pense que pour beaucoup d'Inuits, c'est quasiment impossible de briser cette loi du silence. Puis aussi, comme toutes les communautés sont tissées serrées, c'est toujours le cousin, le frère de l'un. Fait que ça devient difficile de dénoncer. Donc, je pense que ça pourrait l'être, mais en même temps, c'est ça. Ça va toujours aussi en choquer certains. Puis c'est correct. Des fois, ça m'a fait de la peine, des fois, parce que j'étais tellement bien au Nunavik avec les Inuits, je voulais pas avoir choqué des gens ou blessé des gens. Ça m'a fait de la peine, des fois, mais en même temps, là, je pense que j'ai un peu accepté le fait que quand on prend la parole, ça va toujours provoquer des remous, puis on peut pas espérer que tout le monde va dire oui, c'est beau, bravo. Puis, mais il y a des gens qui vont être pas contents, puis faut vivre avec. OK. On va passer à un autre thème maintenant. Bon, dans votre ouvrage, vous l'avez mentionné, vous faites souvent référence à l'Inuktitut, la langue des Inuits. Vous mentionnez que ça a parfois constitué une barrière lors de vos contacts. Mais moi, je me dis aujourd'hui, des fois, il y a des étudiants qui me disent « Ah, je voudrais apprendre l'Inuktitut. » Je dis « Pas besoin, tout le monde parle l'anglais, donc apprends l'anglais plutôt. » Mais parce que autrefois, moi, il me semble que quelques aînés, mis à part quelques vieux là, qui parlent ni anglais ni français, mais est-ce que les Inuits ne connaissent-ils pas tous l'anglais et parfois même le français? Et j'aimerais que vous me donniez votre
point de vue, là, tel que vous avez pu le voir, sur l'état et le rôle actuel de l'Inuktitut au Nunavik? L'Inuktitut, c'est une des langues autochtones qui a le plus de chances de survie au Canada en ce moment. Je pense que le fait d'être isolé aide beaucoup quand même. Au Nunavik, c'est quand même 95% des gens qui ont ça comme langue maternelle. C'est vraiment langue parlée à la maison, donc les gens dans la rue, c'est ce qu'on entend. Contrairement à ce qu'on m'a dit, par exemple, au Nunavut, où déjà, c'est beaucoup plus anglicisé. Donc, oui, encore des gens qui ne parlent que Inuktitut, souvent, les vieux ou les très petits qui n'ont pas commencé l'école parce qu'on commence à faire français ou anglais à 8 ans. Mais je pense qu'on sous-estime grandement la barrière de la langue. Parce que les gens disent, oui, il parle anglais. Un instant, tu sais, comme parler anglais, dire, hey, il fait beau aujourd'hui, puis viens-tu jouer au hockey? C'est une chose, mais d'être capable de vraiment avoir une conversation profonde, de parler de ses sentiments. Alors non, je pense pas que tout le monde parle anglais. Je pense qu'il y a beaucoup de... ou français, parce qu'il y a des gens qui étudient en français. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance assez rudimentaire de la langue, mais sentir, parce que, oui, on est capable de se parler, de s'organiser, mais est-ce qu'on se comprend vraiment? Je le sais pas. Puis la majorité des Blancs qui sont dans le Nord sont des Québécois francophones, donc pour qui l'anglais est aussi une langue seconde. Fait que là, vous avez 2 groupes de personnes qui se parlent dans leur langue seconde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lost in translation là-dedans. Et je pense que... c'est un peu heurtant aussi pour les Inuits parce qu'ils sont toujours obligés de faire l'effort de parler une autre langue parce que personne ou presque apprend l'Inuktitut. Puis, je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'ils tiennent plus à l'anglais qu'au français parce que c'est un peu une façon de dire aux Québécois, nous autres, on se force, vous autres aussi, vous allez vous forcer. Mais je pense que vraiment, puis moi, je suis en train d'apprendre l'Inuktitut en ce moment, puis sans avoir aucune ambition d'être fluide un jour, je pense qu'au moins, ça permet juste de comprendre comment la langue est construite et de se rendre compte à quel point on est des années-lumière l'un de l'autre dans notre façon de dire les choses. Juste, c'est drôle parce qu'ils ne parlent pas beaucoup non plus culturellement. Puis, entre autres, pour dire oui, on peut dire oui juste comme ça avec les sourcils, puis dire non comme ça en fronçant le nez. Moi, je le savais, mais j'avais tout le temps peur de mal comprendre. Fait que quand je parlais aux enfants, j'étais là comme, voulez-vous qu'on fasse ça? Puis là, ils font ça, mais j'étais là, j'y regardais vraiment leurs sourcils pour être sûre que je m'étais pas trompée, tu sais, mais c'est des petites réactions, des petits gestes. Mais je pense que la langue joue vraiment un grand rôle. Ça nous dit plein de choses sur la culture. Donc, il n'y a pas vraiment de manière de dire « excuse-moi ». Tu peux dire « je suis désolée », mais tu peux pas vraiment dire « excuse-moi » dans la façon dont nous l'entend. Donc, ça veut dire que si tu fais quelque chose de pas sympathique à quelqu'un, tu peux pas vraiment t'excuser. Il faut comme que tu te rachètes. Je trouve que ça nous dit plein de choses sur la culture comme telle. Donc, je pense que la barrière de la langue est encore présente, c'est juste qu'elle est un peu camouflée parce qu'en surface, on se comprend, mais moi, je pense qu'en profondeur, on se comprend pas. Puis dans des situations, comme on parlait des infirmières, des médecins inuits qui sont inexistants au Nunavik, il y a des interprètes, heureusement, mais justement parce que dans une situation où on t'apprend peut-être que tu as un cancer ou que tu as un enfant qui est blessé gravement, je veux dire, moi, je considère que je parle très bien anglais, mais dans une situation de crise, j'ai besoin qu'on me parle dans ma langue. Là, je vais pas... alors, je pense qu'aussi, c'est important. Puis je pense que plus... Il y aurait, par exemple, des médecins ou d'infirmières ou n'importe qui travaille dans le Nord qui serait plus intéressé à apprendre la langue puis qui ferait au moins, sans dire qu'on va parler parfaitement, mais au moins démontrer un effort, un intérêt. Je pense qu'on gagnerait beaucoup aussi dans nos relations. Ça montrerait qu'on fait un effort. Puis, mais en même temps, quelqu'un qui veut apprendre l'Inuktitut, il faut être motivé là, parce qu'il n'y a pas 12 000 cours puis applications là, sur cellulaire pour... apprendre l'Inuktitut. Donc, c'est déjà se trouver un cours, c'est pas évident. C'est pas, par exemple, la commission scolaire, comment ça se fait qu'ils n'offrent pas à leurs employés de pouvoir suivre des cours? Ils en parlent depuis une trentaine d'années. C'est long. Donc, les gens, souvent, s'organisent des fois, vont trouver quelqu'un dans le village qui veut le faire, mais c'est pas non plus parce que tu parles l'Inuktitut ta langue maternelle que tu es la meilleure personne pour l'enseigner. Moi, je pense pas être la meilleure personne pour enseigner le français parce que c'est ma langue, j'ai jamais fait d'effort de réfléchir comment ça marchait. Donc, non, je pense puis on parlait de l'école, pas juste au Nunavik, partout dans le monde où les enfants doivent étudier dans la langue qui n'est pas leur langue parlée. C'est le cas dans plusieurs endroits. En Haïti, par exemple, où est-ce qu'on étudie en français, mais ça crée
ça crée des difficultés. Il faudrait toujours pouvoir étudier dans sa langue maternelle. Puis moi, je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur, justement, former des profs qui vont donner tous les niveaux, toutes les matières jusqu'à mathématiques de secondaire 5, plutôt que de dire, ah ben non, vous allez... Puis aussi, l'Inuktitut, c'est à des années-lumière du français ou de l'anglais. C'est extrêmement difficile. Les enfants parlent juste ça à l'école. Ils n'ont pas d'autres occasions où ils pratiquent. Puis, souvent, je pense justement, ben c'est pas nécessairement que tu n'es pas bon en maths, mais c'est que tu comprends pas la langue dans laquelle on te pose le problème. Non, moi, je pense que... pour moi, la langue, c'est un aspect très, très important qui est justement, je crois, un peu évacué parce qu'on s'imagine que, ah ben oui, tout est beau avec l'anglais, puis il n'y a pas de problème, on se comprend, mais... Moi, je suis pas si certaine de mon expérience. Puis aussi, ils savent aussi, ils savent, comme les Inuits, ils savent que les Blancs, on aime ça se faire dire oui, tu sais. Fait qu'ils vont juste te dire oui tout le temps, là. Comme, as-tu compris? Oui. Oui, fait que tu vas être là demain? Oui. Mais après ça, finalement, ben non, il n'a peut-être pas vraiment compris, mais il a juste compris que toi, t'aimes ça te faire dire oui. Donc... On va faire 2 questions rapides, puis on terminera par une dernière lecture tirée. Je vois le temps avance. Moi, je vais vous demander, je sais pas si vous avez lu le roman groenlandais Homo sapiens, parce que c'est paru au même... à la peuplade aussi. Mais à la peuplade aussi. Puis je me demandais, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça raconte une situation très perturbante, mais peut-être dans un contexte un peu différent, au Groenland, bien sûr, et pas ici. Oui, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Niviaq Corneliussen, qui est l'auteur, qui est très, très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que ça m'a tant que ça fait penser la réalité du Nunavik, parce que c'est beaucoup plus urbain. Son roman... Ça surprend parce que c'est un roman inuit, mais c'est très, très urbain. C'est des jeunes Inuits qui vivent en ville, dans la capitale. Moi, dans ma tête, j'ai pas d'équivalent que je connais du Nunavik qui pourrait ressembler à ça, un peu à des personnages. Oui, j'ai reconnu certains questionnements aussi par rapport à l'identité, par rapport à, comme Inuit, d'être un peu tanné de ce fardeau du passé, des injustices passées, puis d'avoir tanné aussi un peu des excuses, c'est de toujours utiliser le colonialisme ou tout ça pour justifier tous les problèmes du présent. Je pense que des fois, pour certains jeunes, ils ont le goût de dire, bon, OK, oui, ça, c'est arrivé, mais est-ce qu'on peut avancer puis pas toujours être des victimes? Puis... Donc, mais c'est pas un discours que moi, j'entends beaucoup chez les Inuits du Québec. Puis c'est drôle parce que nous, on donne toujours le Groenland en exemple, un peu d'une meilleure réussite parce que ça a été moins brutal, je pense, comment avec le Danemark, la relation et tout. Je pense que c'est tout à fait différent de ce qui s'est produit chez nous. Donc, moi, honnêtement, j'avais presque l'impression, par moment, on pouvait quasiment oublier qu'ils sont Inuits, les personnages, puis ça aurait pu être des personnages qui habitaient à Montréal ou n'importe où. Donc, ça m'a pas tant rappelé, mais ça m'a donné peut-être une idée de peut-être la situation, qu'est-ce que ça pourrait être peut-être dans 20 ans, 30 ans au Nunavik. Coudjoac, c'est une ville qui se développe quand même beaucoup, qui devient de plus en plus une ville. Donc, peut-être qu'un jour, on en arrivera un peu à avoir un peu un statut comme celui de Nuuk au Groenland, puis avoir peut-être plus cette vie urbaine-là, mais je pense pas qu'en ce moment, ça se ressemble tant que ça. Effectivement. Oui, OK, une dernière question avant de dire. Prévoyez-vous d'autres écrits sur le Nord? Eh oui. En ce moment, je suis en train de traduire un essai écrit par un auteur inuit, mais je le traduis de l'anglais au français, là, pas Inuktitut, qui s'appelle Zibidi Nungiak, puis c'est Wrestling with Colonialism on Steroids. Donc, c'est toute l'histoire de la construction du barrage de la baie James dans les années 70, mais vue par les Inuits, parce qu'on nous raconte toujours cette belle histoire d'Hydro-Québec, notre fierté, mais on se rend compte finalement que ça s'est pas passé exactement comme on nous l'a dit. Donc ça me plonge. Donc je vais traduire ce livre-là en français qui va être publié chez Boréal. Puis je suis en train de terminer mon 2e roman qui s'appelle Ukiak, ça veut dire automne en Inuktitut. Ça se passe encore à Salouit. J'avais encore des trucs, je pense, à partager, mais c'est assez différent dans la forme. C'est beaucoup plus classique dans le sens c'est un roman plus narratif où est-ce qu'on suit vraiment des personnages du début à la fin, des personnages plus développés. Puis c'est un peu, c'est pas du tout une suite, mais la narratrice, vous avez compris qu'elle me ressemble un peu. Elle me ressemble encore. En fait, c'est une narratrice qui revient dans le Nord après quelques années d'absence puis qui voit un peu les enfants, mais qui ont vieilli puis qui constate un peu comment
comment ils survivent, essayer d'entrer dans le monde, dans l'âge adulte. Parce que j'ai toujours trouvé que les enfants sont très, très résilients au Nunavik, quand même s'ils vivent parfois des drames. Quelque chose comme qui les protège, une espèce de bulle d'innocence. Puis des fois, à l'adolescence, c'est là que ça craque. C'est comme s'ils se faisaient un peu rattraper. Donc, j'ai eu envie de... C'est fictif, mais c'est sûr que c'est inspiré par des enfants que j'ai connus puis que j'ai vus à travers les années, que j'ai vu vieillir. Donc, j'ai eu envie de voir, OK, qu'est-ce qui leur arrive, comment ils réussissent à entrer dans l'âge adulte. Mais c'est encore aussi... Puis c'est aussi un peu la narratrice qui rentre aussi dans l'âge adulte, même si... mais c'est ça. Donc, donc, ça se passe encore dans le Nord, mais c'est un peu plus... j'avais envie de profiter, d'avoir des j'ai comme l'impression que j'ai présenté le Nord dans Nirlit, fait que je me suis dit, OK, les gens savent de quoi je parle, puis là, je peux avoir des personnages plus charnus, là, plus construits, puis aussi, j'apprends moi-même. Nirlit, c'était mon premier livre, puis là, c'est ça. Bref, OK, voilà. On attend ça avec plaisir. 2019. OK, dans un an. On attend. OK, on va terminer peut-être avec un dernier extrait de lecture. Ah oui. Avez-vous quelque chose de léger ou de sombre? Je sais pas, au public. Sombre. OK. Bon, OK. Je vais vous en dire que j'aime beaucoup. Et vous mourrez. Vous n'en finissez plus de mourir. Il y a tous ces accidents stupides qu'on pourrait éviter. Il y a la toundra impitoyable qui ne vous laisse aucune chance. Il y a les maladies que nous n'avons plus, comme la tuberculose, mais qui vous attaquent encore parce que vous vivez dans des conditions sanitaires dignes de 1850. Il y a tout ça, mais en plus, vous vous tuez vous-même, Chris. Si tu n'étais pas déjà mort, je te tuerais, Noah. Ou alors non. Je hurlerais jusqu'à ce que tu te réveilles. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que vous savez comment on vous aime, bordel de merde? Est-ce que vous savez comment on vous aime plus que vous-même? Mais en ce moment, je te déteste, Noah. Je te jure que je te déteste. Qu'est-ce qui t'a pris, sale petit con? Fuck. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas supposé s'informer d'un ami qu'on n'a pas vu depuis des mois et apprendre qu'il est mort. Pas supposé demander « Comment va Noah? » et se faire répondre « Il est mort. » Les autres, c'est 17 ans, ils trouvaient qu'il en avait assez vu. C'est tiré une crise de balle dans la tête parce que tout le monde a une arme et tout le monde sait comment s'en servir. Merci, bonsoir. Et si tu avais pensé un peu avec ta petite tête de con, tu aurais pu te souvenir qu'on était des tas de personnes à t'aimer. Tu aurais pu y penser 2 fois, non? Tu aurais pu faire 1 million de choses au lieu de te foutre cette stupide balle dans ta cervelle de moineau. Qu'est-ce qui t'a pris de mourir, imbécile? Maintenant, tu es mort et tu t'en fous. Tu t'en fous de nous qui resterons là à s'ennuyer de toi pour le reste de nos jours. Tu t'en fous. Mais c'est trop. C'est trop pour moi, tu comprends? Je ne peux pas partir chaque fois en me demandant qui sera le prochain, lequel je ne reverrai plus, lequel ne sera plus là l'année prochaine quand je reviendrai. Je ne peux pas. Voilà.